Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bonjour. Pour ceux qui nous suivront en rediffusion, merci particulièrement à ceux qui suivent cette émission sur le YouTube. Nous vous sommes vraiment reconnaissants. Et merci pour les Quinois qui sont nombreux, qui nous ont suivis et qui nous ont fait des remarques. Merci à vous, les Louchois, qui nous suivront dans quelques jours. Mon Congo, dans 20 ans. C'est un rêve, c'est une perspective. Beaucoup de réactions, mais pour la plupart, d'accord avec le thème comme nous l'avons développé, tel que nous l'avons développé, et nous sommes heureux du feedback. Mais d'autres personnes nous ont dit aussi qu'elles pensaient la même chose que nous, mais qui avait quand même quelques réserves. C'est notamment, j'en profite pour le présenter, le cas de M. Jean-Pierre Mwongo, qui est avec moi. M. Jean-Pierre Mwongo, bonsoir et bonjour. Bonjour. Dites aussi bonsoir, parce qu'on le suivra aussi à rediffusion. Oui, ça dépend de la diffusion horaire. Bonjour, bonsoir. C'est lui qui nous a suivis à partir d'un village du Kivu, là. Un village de Calais qui s'appelle Nyamukoubi. Un beau village. Un beau village. La paix y règne. La paix y règne, l'appartenance au Congo est certaine et les activités sont d'une normalité qui est exceptionnelle par rapport à ce qu'on dit à Kinshasa. Alors, à côté de lui, il y a Modeste Bonigaba. Modeste Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, monsieur Mobimba Ashimba, bonsoir et bonjour. bonjour et bonsoir. Ben, est-ce que vous avez, comme moi, reçu le feedback de cette émission? Est-ce que on vous a félicité particulièrement, monsieur Mobimba ou monsieur Modeste Bonigaba? Qu'est-ce qu'on a dit autour de vous? Non, mais il y a des gens qui suivent et qui m'ont contacté pour m'en parler. Ils ont essayé de parler de l'un d'entre nous, et puis ils ont parlé du Congo dans 20 ans. Il y en a qui sont même pessimistes, que nous sommes, on est trop positifs. Il dit, ben, il faut l'être quand même, faut qu'il y ait quelqu'un qui le soit. Ah oui, sinon, sinon nous allons tous nous suicider. Modeste Bonigaba, vous avez eu le feedback de vos amis qui sont en Europe, hein? Oui, disons que ça les, comment dirais-je, ça les rassure quand même d'avoir sans fausse modestie, d'avoir des réflexions de cette hauteur lorsqu'ils sont habitués à voir juste des chamailleries entre partisans, des partis, etc. Et donc, mais ils se demandent si nous sommes sur la même planète que les autres. Parce qu'ils ont l'impression que nous avons pris tellement de la hauteur. Nous serions des prévoyants dont nous parlons dans cette émission? Bon, c'est à eux de nous le dire, mais je crois que c'est bien ça. Ah, Modeste n'est pas modeste aujourd'hui, enfin, il le dit à haute voix. Et si on vous demandait de résumer un petit peu ce que nous avons dit, monsieur Mobimba Ashimba, qu'est-ce que vous diriez en très peu de mots, hein? Ce que nous avions dit la fois dernière, le Congo dans 20 ans, en particulier, nous avions dit ça dépend des choix que nous devons faire maintenant, pour que dans 20 ans qu'il y ait et que ces choix, il fallait qu'il y ait d'abord des choix culturels. Et ces choix culturels, il faudrait qu'on arrive à produire une élite. Et non seulement une élite, mais une élite des élites. Et faire expansion à partir des noyaux, essayer de partager ses idées. Mais ça ne peut pas être simplement l'affaire ni des cercles privés, ni des universités, mais aussi des décideurs, c'est-à-dire ceux qui sont dans la gouvernance, qui ont le devoir de prendre des décisions, d'orienter les choses, la vie nationale. Il faut partager, avoir ce même point de vue partagé. Mais pour y arriver, il y a un travail qu'on doit faire à la base. D'accord. Mais justement, les gens se demandent
À quel niveau ce travail doit être fait? Sous d'autres cieux, ça se fait dans des cercles très fermés, et vous dites, vous, que ce travail devrait se faire, disons, à plusieurs stades de la société. Oui. À mon avis, il faut plusieurs niveaux, peut-être 2 ou 3 niveaux. Il y a les premiers niveaux qui vont au niveau de prévoyant. Et les prévoyants, ce n'est pas celui qui parle dans la rue, qui réfléchit à haute voix. Quand vous réfléchissez à haute voix, vous n'avez pas de bons résultats. Il faut des gens qui réfléchissent, comme on dit dans ma tradition, qu'on compte les chevrons de la toiture à partir de 4 heures du matin. Ah bon, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand on se réveille, généralement dans les villages chez nous, on se réveille vers 4 h 5 h du matin. Pas 5 h, tout le monde déjà est parti au travail. Et quand on se réveille, on est encore dans son lit et qu'on commence à réfléchir. La réflexion s'est faite en ce moment-là. Chacun réfléchit. Et à ce moment-là, quand on sort, on dit il faut partager la réflexion avec d'autres. Mais elle est partie de ce moment-là où, quand on sort du sommeil, la tête est fraîche, on réfléchit. Quand on partage, on voit qu'on a partagé, on a certifié l'idée, on a eu une idée, on la partage avec d'autres. Vous voyez que les autres prennent cette idée, ils la certifient. Cette idée-là devient maintenant l'idée du groupe, l'idée du groupe, de la société. Et maintenant, elle peut être diffusée. Mais ce n'est pas nécessaire, d'ailleurs, vous savez, que selon la culture occidentale, vous signez que c'est moi qui ai dit ça, c'est moi qui ai sorti cette idée. Ça vient de Descartes, ça vient de Shakespeare, ça vient de Socrate. Mais chez nous, c'est pas comme ça. Quand on sort des idées, même des proverbes, on ne vous dit pas qui a fait ça. Ça s'est fait dans les groupes, l'anonymat, parce que c'est caché. Alors il faut une réflexion comme ça. Une fois que l'idée est sortie, partagée, certifiée, mais d'autres, maintenant ça vient de deuxième niveau, d'aller partager et aller amener ça très loin. Et le troisième niveau, comment mettre ça en application, comment transmettre ça en fait vécu quotidiennement. Ça, c'est un autre niveau. Oui, dans cette émission, nous avons aussi souvent l'habitude de parler de notre culture et de partir de là pour aller de l'avant. Vous continuez à soutenir l'idée? Oui, manifestement, nous avons perdu de vue que c'était ça le socle sur lequel il fallait construire la nation congolaise. C'est à partir d'une culture communément partagée sur les valeurs fondamentales, la solidarité et tant d'autres, qu'il fallait construire ce Congo. Mais nous sommes arrivés à l'indépendance sans vraiment y avoir pensé, y avoir réfléchi, du jour au lendemain. Parce que moi je vois encore les participants à la table ronde. Oui. Lorsqu'on leur demande, mais l'indépendance, vous voulez pour quand? Bon, pour eux c'était un jeu de marchandage. Et quand ils ont dit 60, ils étaient sûrs que les autres n'allaient pas accepter. Ils se disent, mais non, quand même, c'est pas possible. Et quand on leur a dit, oui, ça va, oh, immédiate. C'était trop tard pour dire non, en fait, on voulait. Donc, on n'a pas pris au sérieux ces changements qui intervenaient avec le départ de l'ancien maître. D'accord. Et donc, nous nous sommes retrouvés en train de gérer les choses comme ça, sans vraiment y avoir été préparés. C'est pour ça que nous sommes encore en train de les payer aujourd'hui. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Mongo, alors, et ce retour vers nos traditions, vers la connaissance de notre âme est important, mais vous ne partagez pas nécessairement la réflexion. Oui, bien que je sois tout à fait d'accord avec cet élément culturel pour identifier les gens, parce qu'on dit, quand vous ne savez pas d'où vous venez, il est très difficile que vous sachiez où vous allez. Mais je suis quand même de la génération des gens qui sortent à la sortie de l'indépendance. On ne nourrit pas le discours de Kachamura, par exemple, qui disait « vous allez remplacer les Blancs, vous allez avoir des voitures », et on ne se rend pas compte qu'on va avoir quelque chose à gérer. Je suis également de la génération de l'objectif 80. On attendait qu'en 80, certaines choses se réalisent pour que le Congo soit, le Zaïre à l'époque. Je suis de la génération de Difléo, qui ont dénoncé toute une série de choses
parce que cet objectif 80 avait des difficultés à venir. Maintenant, si nous reculons un tout petit peu par rapport à nous-mêmes, est-ce qu'aujourd'hui, on va fabriquer demain en regardant dans un rétroviseur seulement? Parce que si on y regarde, nous avons eu des personnalités célèbres, Nzinga Akovu, nous avons même eu un évêque qui s'appelait Alfonso Ier, qui est parti à Rome et qui est revenu. En revenant au Bas-Congo, l'interaction avec les autres Bas-Congolais a apporté quoi au niveau culturel? Un autre changement. Donc on ne peut pas dire que le progrès de demain dépendra nécessairement par le fait qu'on revienne dans nos tribus. Parce que là, nous sommes en train de rechercher une participation au monde. Nous devons partir dans un monde qui devient autre chose et dans lequel nous avons culturellement influencé le progrès. Quand on parle de la musique aujourd'hui, vous pouvez danser la rumba congolaise en Amérique latine, aux États-Unis. On a influencé le monde. Le professeur d'histoire disait dans le temps, on a inventé les tam-tams. Mais votre sujet, c'était de dire mon Congo de demain. Comment est-ce que moi, qui viens de la culture d'Objectif 80, je vois le Congo de demain? Je le vois en chemin de fer, avec un ring de chemin de fer qui borde la forêt tropicale et sur lequel tous les pays voisins se branchent pour qu'il y ait de la circulation des biens et des gens libres qui échangent au niveau économique, mais qui échangent aussi au niveau culturel. C'est ce Congo-là que je vois et qui dépendra des choix, comme disait le professeur tout à l'heure, des choix que nous allons faire au plan politique pour créer une sorte, en anglais on appelle ça un master plan. Le master plan qui va nous dire, tiens, vous allez aménager votre territoire comme ça, vous allez, on fait l'évaluation. Nous allons manager notre... Parce que quand vous dites vous avez, qui va dire? C'est nous-mêmes qui le devons dire. Oui. Nous allons. Voilà. Nous allons manager parce que nous voulons arriver à cet objectif. Même l'expression culturelle va également, pas seulement être un vecteur de la dynamique, mais aussi va bénéficier de ce que moi je rêve comme Congo. C'est un Congo très très moderne parce qu'il ne peut plus se permettre de rester en retard par rapport à l'évolution des échanges qui se passent dans le monde entier. On a été habitués et on a presque été asservis de savoir que nous sommes la réserve de certains groupes au niveau du monde. C'est comme ça qu'on a raté le rendez-vous du diamant, on a raté le rendez-vous du cuivre. Maintenant, il ne faut pas rater le rendez-vous du cobalt. C'est un mouvement à double temps. En même temps, un recul, en même temps, projection vers l'avenir, parce que justement, c'est mon Congo dans l'an début. Il ne faut pas oublier ce recul historique. Mais il ne faut pas croire que les choses vont se faire dans une sorte de graduation chronologique, l'une chose après l'autre. Non, les choses s'entrechevauchent. D'accord. Et donc, il n'y a pas une ligne de conduite. Quand nous étions étudiants, on n'était pas si nombreux qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des universités partout. Il y a l'ouverture de l'information au niveau mondial. Donc, il y a toute une série de choses qui vont interagir, dont nous devons tenir compte, pour pouvoir prendre le bateau de l'existence dans le monde d'une part, sans oublier qu'il y en a qui vont nous rappeler tout le temps que n'oubliez pas d'où vous venez. D'accord. Vous êtes d'accord avec... Je commence par être d'accord avec ce qu'il vient juste de dire, que on n'arrête pas la vie pour dire voilà, nous allons faire ceci pour... Non. Au moment où vous êtes en train de réfléchir et de trouver quelles sont les voies et moyens pour avancer, eh bien, vous êtes en train d'avancer, vous n'êtes pas stagnant, vous devez avancer. Donc, il faut faire quelque chose. Mais là où j'aimerais peut-être mettre des bémols, c'est en Suji. Je suis très content de découvrir Mwongo comme l'homme de la génération de l'indépendance où tout viendra, les Blancs viendront travailler. Enfin, il était trop jeune, oui. Non, ou bien la génération de l'horizon 80, objectif 80, et la génération des 10 fléaux, du tunnel, le bout du tunnel, on n'appelle ça pas le bout du tunnel, et de la conférence nationale souveraine. Vous revoyez dans le miroir. Oui, d'accord. Mais j'ajoute ceci, que même tout cela, il faut ajouter même la génération de l'authenticité, etc. Pour dire que il y a un dicton de chez moi qui dit,
chez moi, quand je parle de chez moi, c'est-à-dire c'est chez nous les bassins, c'est quoi, les indigènes, que ne tombe pas, entre guillemets, ne tombe pas celui qui ne marche pas. Tout enfant qui apprend à marcher, il doit savoir qu'il tombera, il faut tomber. Alors, tomber ne nous interdit pas de marcher. Nous devons continuer à marcher. Ça n'a pas marché. On a chuté une fois, 2 fois par le passé. Nous ne devons pas démissionner, nous devons continuer. Et j'ai dit également que ce n'est pas retourner en arrière. C'est le verbe que vous avez utilisé. Je dis non, c'est pas tout à fait ça. C'est recours. Parce qu'on a fait même une correction pendant l'authenticité. On a parlé non pas, parce qu'on parlait de retour. On dit non, pas retour, mais recours à l'authenticité. Parce que nous ne pouvons vraiment pas retourner, recommencer à zéro, faire comme on a. Ce n'est pas possible. Même nos enfants n'accepteraient même pas. Parce que dans 20 ans, ce n'est plus nous, hein, c'est eux, même nos petits-enfants. Donc, et vous dites bien, une autre chose que vous avez dite. Vous voyez dans 20 ans le Congo, des chemins de faire partout pour aller jusqu'à. Peut-être pas avec les trains qu'on a aujourd'hui, mais d'autres d'un autre type. Bien entendu. Ça, je voudrais être d'accord, et voir le Congo à travers ça aussi. Mais, nous ne mettons pas la culture qui est notre touche à nous de côté. Parce que, quels que soient les niveaux scientifiques et les niveaux de développement auxquels vous arrivez, si vous n'avez pas une culture qui vous amène à, vous êtes foutu, complètement zéro. Vous n'apportez rien. Rien. Les villes, par exemple, les villes, les grandes agglomérations, ce n'était pas tout à fait dans nos traditions. Et les colonisateurs nous ont laissé les villes. Mais les villes sont dans quel état? L'urbanisation, l'ordre à mettre, la propreté, les règles à mettre pour de vie commune. C'est pas parce qu'on a une grande... Vous savez que d'après certaines études, peut-être d'ici 2020-25, c'est Kinshasa qui va devenir la ville la plus peuplée. Après, pour le moment, c'est après le Caire. Mais Kinshasa risque d'être. Et vous allez, avec le chemin de fer, même si vous allez vivre comment? Si la culture. C'est pourquoi je dis que la culture, c'est le moteur. D'accord. Les moteurs qui doivent véhiculer le développement. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, c'est le week-end dernier, non, samedi dernier, au niveau de... comment on appelait ça encore? C'était le restaurant... quand on va avec Kitambo, Nicolas, il y a un feu, mais personne samedi n'a obéi au feu. Il y a eu un désordre incroyable, tout ça pour relancer le désordre dont vous parliez. C'est extraordinaire, personne ne voulait obéir au rouge, au vert, et... je vous repasse la parole tout de suite. Monsieur Modeste Boligaba. Oui, je crois que pour rejoindre tout ce qui vient d'être dit, il y a un auteur que je recommande vivement à tous ceux qui nous suivent, c'est le célèbre futurologue Alvin Toffler. Il a écrit des livres comme Le choc du futur, comme La nouvelle vague, comme Les nouveaux pouvoirs. Et s'agissant en particulier de ces derniers livres, Les nouveaux pouvoirs, il nous montre comment aujourd'hui, parce que justement lui c'est un futurologue, il voit le monde tel qu'il évolue, il dit qu'aujourd'hui il y a plusieurs niveaux de pouvoir et qu'il faut donc veiller à ce qu'à chaque niveau de pouvoir il y ait une élite qui puisse effectivement prendre la relève, prendre les choses en main. Les localistes, c'est ça ce qu'on peut on pourrait appeler les villageois. Mais les localistes, ça ne veut pas dire nécessairement des gens qui ne comprennent pas le reste de ce qui se passe. Mais c'est eux qui veillent à ce que les intérêts locaux soient protégés et promus. Et donc, il faut faire en sorte qu'au niveau local, il y ait une organisation efficace, suffisamment ouverte au reste du monde, mais qui veille à ce que
les intérêts locaux soient promus et que Mais comment voulez-vous que ça se passe? Je vous coupe la parole. Comment voulez-vous que ça se passe si, justement, l'arrière-pays est laissé à l'abandon? Si tout le monde veut aller vers la ville? C'est ça notre piège. Mais vous avez compris que si les gens fuient, justement, c'est parce que ça ne marche pas là-bas. Et c'est donc pour faire en sorte que les gens ne soient plus tentés d'aller ailleurs que chez eux, qu'on doit organiser correctement toute l'infrastructure nécessaire à la ville. Tous les minimums vital doit être assuré à ces gens-là pour qu'ils ne soient pas tentés de partir, de fuir. Très bien, très bien. Mais il y a aussi la province. La province a également des intérêts spécifiques à défendre. C'est un ensemble un peu plus large que la tribu ou le village. Il y a ensuite la nation, l'ensemble de la République. Mais pour nous qui voulons aller plus loin parce que nous voulons que nous réapproprier notre continent, nous devons veiller à ce que les ensembles sous-régionaux, qui sont légion aujourd'hui mais ne font pas vraiment le travail qu'on attend d'eux, faire en sorte que ces entités sous-régionales soient effectivement des centres de développement, parce que c'est là où les grandes infrastructures, l'industrialisation, c'est à cette échelle-là qu'on peut penser, espérer faire des industries lourdes, par exemple. Vous n'allez pas, avec un pays comme le Burundi, ou même le Congo déjà, vous assurez d'une industrie lourde digne de ce nom. Si vous ne pouvez pas. Oui, si vous n'avez pas un marché d'au moins 100 millions, 200 millions de consommateurs. Très bien. Et il y a enfin le continent lui-même, le continent africain, que nous devons nous réapproprier. Tout à fait. Parce que depuis la traite négrière, en réalité, le continent est commandé par d'autres. Et cela nous permettra d'être des vrais acteurs au niveau mondial. Tout à fait. Parce que si nous avons correctement organisé chez nous l'espace local, provincial, sous-régional et continental, c'est à ce moment-là que nous pourrons aller vers les autres en position de force. Très bien. Et donc, je crois que si nous n'arrivons pas à intégrer tout ce qui a été dit, la culture, de manière à ce que nous puissions tirer le meilleur parti possible de ce que la civilisation d'aujourd'hui a apporté, dans tous nos différents milieux, à ces différents niveaux, nous n'allons pas en sortir. Monsieur Jean-Pierre Mongo. Je commençais par dire d'abord que aujourd'hui, être Congolais de la République démocratique du Congo, ça signifie quelque chose. Quel que soit où vous allez, en mal ou en bien, le Congolais se sent Congolais. Quand vous voyez la réaction de 5 millions de personnes qui sont à l'étranger, dans le reste du monde, et qui sont tout le temps à l'affût de l'information ou des réactions sur ce qui se passe ici, être Congolais, il y a un cachet qui est déjà là, que les gens avant nous ont fait et que nous devons continuer dans l'unité nationale. Mais quand on veut organiser un État, il faut d'abord comprendre comment nous sommes organisés aujourd'hui. Un État, normalement, il est responsable de trois grandes choses. C'est nourrir sa population. C'est assurer sa santé et surtout assurer sa formation et son éducation. C'est là-dedans que tout ce qu'on appelle effet pervers, dont le feu rouge dont vous parlez tout à l'heure, c'est de la formation. On doit former et éduquer les gens. On doit éduquer les gens à la culture et ça c'est très très important. Mais maintenant, comment sommes-nous organisés pour pouvoir y arriver? Je suis revenu ici dans ce pays il y a peut-être 13-14 ans et il y a une sorte de réorganisation administrative qui découle de ce que les gens ont voulu en venant de Sun City, qui s'appelle décentralisation. La décentralisation donne un certain pouvoir aux entités locales. Et je pense qu'il serait de bonne loi que quand on parle de ce qu'on va faire dans le futur, on parte d'une certaine ligne. Très bien. Parce que cette ligne-là, nous n'avons pas encore eu la chance d'avoir les élections locales, parce que certaines forces internes et externes nous obligent presque de voir d'abord le sommet avant de voir la base. Bon, ça c'est une tendance dans le monde entier, mais aujourd'hui, il y a quelque chose d'actif qui se passe, d'où je vous ai rencontré, donc, je vous ai suivi la fois passée, donc à Nyamoukubi. J'ai invité le chef de village de Nyamoukubi. Le village fait partie d'un groupement. Le groupement fait partie d'une chefferie ou d'un secteur, et tout ça dans une province, et les territoires avec. Comment est-ce que nous voyons notre Congo dans 20 ans?
Ça commence par l'organisation, le respect d'abord, parce que le travail a déjà été fait. C'est le respect et l'assurance de la fonctionnalité de l'organigramme de l'administration des services publics. Dès le moment qu'on sent que dans une commune, dans un secteur, le responsable ou les responsables de là-bas sont responsables de l'école, de l'ordre public, de l'agriculture, de l'hygiène, de l'état civil, à ce moment-là, on fait monter les décisions administratives de manière cohérente et harmonieuse vers ceux qui décident plus loin. Et c'est là qui nous amène à faire une sorte de plan global pour dire, tiens, demain, nous voudrions bien avoir des aciéries au Katanga. Mais nous allons examiner si nos budgets le permettent. S'ils ne le permettent pas, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y arriver? Et donc, c'est dans cette structure, le rôle principal des gens qui prennent en charge la direction des collectivités, les acteurs privés et publics qui interagissent pour pouvoir trouver le bien-être dans ce qu'ils font, mais surtout l'attention de celui qui prend les décisions pour prendre en compte et les déboires, et les succès, et les recettes, et les dépenses pour un objectif commun. C'est ça la justification. Une petite question. C'est vrai ce que vous dites. Vous avez partagé pratiquement ce qu'a dit M. Modeste Modigaba. Mais il faut un minimum d'investissement à ce niveau-là, local, pour mettre les gens à l'aise. Vous allez parler du respect. Pour qu'on respecte l'autorité, encore faudrait-il que cette autorité soit en mesure d'amener quelque chose, d'apporter quelque chose à sa population. Donc, ce qui se passe dans le pays aujourd'hui, quand vous voyez dans les entités décentralisées aujourd'hui, il y a un exercice qui s'appelle budget participatif. On demande à chaque village, à chaque secteur, de pouvoir faire un budget, même si ils ne seront pas capables de le payer, mais ils savent très bien que le dessin des dépenses courantes de la collectivité. Maintenant, quels sont les moyens dont ils doivent avoir besoin pour pouvoir faire fonctionner tout ça? C'est toute notre charge d'aujourd'hui pour pouvoir les accompagner. Parce que Monsieur le professeur Mobimba parlait enfin, c'est moi qui parlais de la formation plutôt. Là où je le rejoins, on fait un budget participatif, par exemple, et dans ce budget de villages ou de secteurs, il y a l'éducation. L'éducation première commence par comprendre la langue locale, commence par connaître l'environnement local. Comment ça se fait qu'en 4e secondaire, on étudie encore la géographie de la France, au lieu d'étudier l'herbier et la végétation sur là où on est? Nous le savons aujourd'hui, la plupart, enfin, je ne sais pas si c'est la plupart des gens, ils connaissent ce qu'ils ont quand il y a un Chinois qui y passe, ou un Indien, ou un étranger. On dit, il y a du coltan là-bas, tout le monde s'est rué le coltan, mais personne ne connaît ni les feuilles, l'herbage, le climat. Donc, la formation et la formation culturelle, c'est ça qui conditionne, de génération après génération, la pérennité de ce qu'on a comme identité. Monsieur Mobimba, vous êtes rejoint ou il y a encore des points d'ombre? Je suis heureux d'avoir entendu ce que Modeste a dit, ce que Jean-Pierre a dit, et l'autre Jean-Pierre. Ah ben, moi je n'ai encore rien dit, moi j'interroge. Non, je dis l'autre Jean-Pierre, donc c'est pas toi. Alors pour dire franchement, nous regardons dans la même direction. Et je trouve donc de mon côté que nous avons une difficulté, plusieurs difficultés d'ailleurs. Une des graves difficultés que nous avons, c'est que si les autres nations sont partis des petits éléments vers le grand, nous partons du grand vers le petit, nous faisons le contraire. Je veux dire qu'il y a eu quelques États, colonies qui sont devenus des États-Unis pour s'unir et amorcer les autres. Nous avons eu en France, c'était comme ça, ce sont des différents peuples qui se sont finalement, à partir de certains rois, dit à partir des paris, il faut, et la langue même française a été imposée à d'autres. Il y a des Basques, il y a des Bretons, il y a des etc. Voilà. Et ainsi de suite, il y a les colonies belges et tout, etc. Nous pouvons pas. Mais nous, nous partons du sommet vers le bas. C'est-à-dire que nous nous retrouvons en 1960 avec un pays, le Congo, qui a été dessiné. Nous sommes là, c'est vrai, nous étions des anciens empires, des royaumes et tout ça, mais qui vivaient les uns à côté des autres tout à fait de manière indépendante.
Eh bien, nous nous retrouvons avec un Congo. Pour en faire quoi, nous ne savons pas. Et nous devons maintenant réapprendre à gérer ces Congos-là, qui est un grand espace, qui a été coupé pour d'autres intérêts par quelqu'un d'autre. Mais nous, maintenant, nous devons, et ça devient un problème. Il faut gérer le quotidien qui nous est imposé, parce qu'eux-mêmes, ils viennent et disent, voilà, nous devons vous diviser, il faut la sécession katangaise du Kassai et tout. Dès le départ, le premier gouvernement de Lumumba n'a même pas fait 1 an. Et on rentre dans des guerres. Et dans des réflexions qui n'aboutissent pas jusqu'aujourd'hui. Alors, le problème, il est lequel? Qu'on n'est pas parti de la base. Maintenant, nous devons retourner à la base pour voir qu'est-ce qu'on aurait dû avoir à la base pour bâtir. Et c'est pourquoi j'ai dit, pour cela, il faut une certaine dynamique culturelle qui partirait de la base. C'est-à-dire, quelle est la base de la culture? La base doit être la culture. Parce que même l'éducation, pour faire le choix de ce que l'on doit, le choix de l'éducation, des langues, les milieux locaux qu'on doit, il faut avoir une force culturelle de les dire. Je peux vous donner des exemples. On a essayé, c'est pas qu'on n'a pas essayé. Je me souviens, mais le professeur Mboulakmo, qu'on ne vit plus, mais il avait convaincu le président Mobutu pour que l'on puisse instaurer les langues zaïroises à l'école comme étant langue d'enseignement. Et que la langue française ne vienne que commencer comme matière, peut-être comme matière après, avant de venir comme langue conjointe aux langues nationales à l'université, comme par exemple l'anglais l'est avec le swahili en Tanzanie. Mais ça a échoué. Pourquoi? Parce que je ne veux pas parler de ça pour m'étendre, il n'est plus là. Je vois par exemple des efforts qui ont été faits vers les années 80, en 1982, colloque que nous avons tenu à l'IPEN. Malheureusement, j'ai appris hier soir que le professeur Lukusa Menda, qui était lui et Mutuza, le professeur Mutuza, ils sont tous les deux, et lui il venait de mourir, semble-t-il. Oui. Oui, hier, on me l'a appris. Est-ce que c'est confirmé? Ces colloques-là, je ne sais pas si c'est confirmé, on me l'a appris la nuit. Ces colloques-là montraient la culture zaïroise à l'école. Et j'ai vu comment Lukusa et Mutuza, ils faisaient tout, et nous avons travaillé, nous étions des jeunes assistants. Comment des efforts ont été faits pour retourner. Mais tous ces efforts-là, il faut citer par exemple... Conclusion. Il faut citer... le père Placide Temples, Mabika Kalanda dans la remise en question, qui était des racines. Et, oui, et je pars, oui, lui, dans la réforme de l'enseignement. Lui, dans l'enseignement. Mais les idées phares, en 1945 déjà avec Temples, et en 1965 avec Mabika Kalanda. Et puis après, pour qu'on a coupé, il n'y a plus personne qui réfléchit dans ce sens-là. Parce qu'on est un peu perturbé. Dans quelle direction on doit aller? Est-ce que... Une bonne nouvelle oui, mais... que je peux vous donner sur ça, oui. C'est que on parle de plus en plus des états généraux de l'enseignement supérieur. Oui, qui sont en préparation. Un des membres de profondeur. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas les premiers états généraux, il y en a déjà eu. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On fait une remise en question pour parler de Mabika Kalanda. D'accord. Bon, évoluons. Ce Congo-là, il faut bien qu'on le voit. C'est vrai qu'il faut commencer par la base. Et il y a un piège aussi là. On a tout fait, c'est vous, Jean-Pierre, qui avez dit qu'on connaît mieux la géographie de la Belgique, de la France, que notre propre pays. Peut-être que ça a été fait exprès. Est-ce que un effort ne doit-il pas être fait pour que justement, dans ce recours, nous puissions, avant de nous approprier le Congo, le connaître sa géographie et essayer de commencer à le connaître en profondeur, partout de la même façon. Oui, mais vous savez, déjà dès le départ, vous avez dit tout à l'heure que nos entités de base, oui, qui sont la base du développement, normalement, mais pourquoi elles sont désertées? Les gens préfèrent partir ailleurs. Ça, c'est une question importante. Aujourd'hui, si on prévoyait un budget d'investissement par territoire,
d'au moins 1 million de dollars chaque année. Et ce serait pas mal de choses qui se pourraient être réalisées au niveau de chaque... pour stabiliser les gens. Et ça ne représenterait que 145 millions de dollars. Mais il faut, au niveau le plus élevé, que les gens puissent comprendre que la seule façon de faire en sorte que la base puisse effectivement émerger, il y a ce minimum de moyens qu'il faut y mettre. Et pourquoi la base n'exigerait pas à ce que ça se fasse? Alors, vous avez entendu, il a dit que maintenant il y a un budget participatif, il y a cet exercice-là où les gens mettent sur papier leurs besoins primaires qu'il faut absolument satisfaire. C'est un bon départ, mais il faut que maintenant on puisse effectivement trouver un financement pour ça. Manifestement, on n'est pas, ceux qui sont chargés de répondre à ça ne sentent pas cette urgence, cette exigence de répondre aux attentes de cette base-là, de manière à ce que chaque année, on puisse effectivement disponibiliser ne fût-ce qu'1 million de dollars. Quand même, c'est pas la mer à boire. Bon, deuxième chose. Oui. Deuxième chose, parce que vous avez parlé du socle culturel. Nous avons en commun, tous les Congolais, nous avons en commun une chose au moins, c'est que nous tous, de Kasumbalesa à Aru, de Mwanda à Uvira, tous une base commune, c'est que nous voulons être dirigés par les meilleurs d'entre nous. Ça c'est sûr. Si vous posez la question aux gens, personne ne va dire que lui, il est prêt à accepter n'importe qui comme ça venir diriger alors qu'il n'en a pas les compétences. Donc à partir de là, nous pouvons construire un Congo différent. Bon, on va chuter. Ce Congo de l'an 2000, il est encore vague dans nos têtes apparemment. Hein, bon, nous allons vers les élections. Donc les équipes qui vont gagner les élections auront pour tâche, j'imagine. Nous sortions de guerre, nous sommes dans une période de plus ou moins stabilité. Je pense que maintenant, il faudrait faire les bons de l'avenir. Et donc, il faudrait que les gens indiquent les grandes lignes de ce qu'on veut être comme Congo dans les 50 années à venir, donc plus qu'une génération. Et les autres suivront avec des variantes selon leur sensibilité politique. Je voulais dire, le Congo, culturellement, est un espace que je trouve avec une expression culturelle multiforme, mais qui est public. On n'empêche jamais quelqu'un de pouvoir exprimer ce qu'il est culturellement. On regarde ça à la télévision tous les jours, et c'est très bien. L'effet pervers que ça amène au niveau politique, c'est qu'on commence à s'emprisonner dans les communautés, si bien qu'on commence à passer à côté de l'État. Tout ça, ça doit s'exprimer dans l'État. Et il faut donc que les règles pour l'organisation de l'État soient les plus claires possibles, même les plus sévères possibles, parce que si l'homme était gentil, il n'y aurait pas eu la Bible. N'est-ce pas? Bon, vous parlez à... Bon, on ne va pas y revenir. Alors, il a très bien parlé, parce que aujourd'hui, nous avons des comportements, on ne sait plus est-ce qu'on avance ou on recule. Je vais prendre certaines choses qu'on avait déjà comptabilisées comme gagnées, mais qu'on est en train de perdre. Il ne reste plus que 10 minutes. Je prends par exemple le problème du nom. Les noms étaient définis par les années 80 dans les codes de la famille, qu'il est entièrement tiré du patrimoine culturel congolais. Aujourd'hui, le code tel qu'il a été réformé, on a repris ça, mais on continue avec les prénoms qui viennent de l'étranger. Et où est le patrimoine culturel congolais? C'est complètement n'importe quoi. Alors, nous prenons également l'habillement. Même dans l'habillement, il y a des réformes. Il y a eu, par exemple, nous refusons même notre peau. Hein, les gens, à un moment donné, on avait dit que les filles laissent de détruire leur peau parce qu'il faut devenir comme des blanches. Et tout ça. Voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on avait déjà acquises, mais qui aujourd'hui, on les a perdues. Et heureusement qu'il y a eu des femmes qui se sont battues pour qu'on ne mette pas ce genre de type de mariage qu'on trouve maintenant sous d'autres cieux qu'on est en train d'inventer dans le code. Heureusement qu'elles se sont battues pour qu'on ne les mette pas. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, c'est pour dire ceci qu'il y a des petites choses qui sont... Même du point de vue de l'éducation, la réforme qu'on devait faire pour que l'histoire, la langue et tout ça soit enseigné.
on a fait les problèmes, soit là, quand on est dans la précarité. C'est lui qui vient et dit, non, en fait, vous êtes le premier pays francophone du monde. Laissez ces histoires-là. C'est pour cela, comme cadeau, qu'est-ce qu'on a donné? La cité de la voix du Zaïre et avec l'école Sefosa. C'était ça les cadeaux qui a été donnés pour que finalement, on ne fasse pas cette... Et si on a eu un socle culturel dur, très fort, on ne peut pas vous faire balloter comme on veut. D'accord. Monsieur Bonigaba. Oui, comme nous sommes en train de conclure l'émission, le Congo dans 20 ans, ou 50 ans, nous voulons être des prévoyants. Perspective, oui. Eh bien, si nous voulons avoir un Congo, le Congo de nos rêves, nous devons dès maintenant mettre sur pied une organisation tout à fait différente de ce qui existe aujourd'hui. Une organisation qui puisse effectivement mettre en évidence ce que nous avons dit ici, faire en sorte que les meilleurs soient toujours récompensés, qu'ils soient toujours mis en avant. C'est ça qui a fait le succès du Japon, mais c'est parce qu'eux ne le disent pas sur tous les toits, mais c'est ça. La révolution d'Air Meiji, ça part de là. Les Chinois sont en train de faire pareil. L'Inde, tous ces pays qui ont émergé l'ont compris avant nous et ils l'ont appliqué. Donc si nous voulons que dans 20 ans, le Congo soit différent, mais de façon, disons, qualitativement différente, eh bien, c'est maintenant qu'il faut commencer à mettre en place cette nouvelle organisation qui puisse montrer à chaque Congolais que c'est l'effort qui paye, qu'il faut donc travailler avec acharnement si on veut réussir. Mais nous, on le dit, mais on ne le fait pas. D'accord. Monsieur Jean-Pierre Mwongo. Seulement dire qu'il faudra quand même faire attention. Quand on forme les gens, on les forme aussi à la liberté. Et donc, il y a des choses qui se passent dans ce que nous pensons qui est la culture, qui vont souffrir de ne pas respecter la liberté des gens qui vont venir après nous. Parce que le monde s'ouvre et un certain nombre de libertés arrivent. Vous voulez dire les abacos c'était obligatoire C'était au moment donné, on a donné un cachet. Je dis, pour moi, le travail de dire que vous êtes Congolais, il n'est pas achevé. D'une certaine manière, c'est pour ça qu'il me trouve Congolais, que lui il se trouve comme Congolais. Il faut peut-être aller plus loin. Mais attention, il y a des choses. Si, quand vous dites par exemple qu'il n'y a pas la liberté de donner des noms, Alfonso, quand il vient de Rome, il amène une partie de la culture catholique qui influence sa culture propre. Les interactions font que, après des générations, ça aussi, ça a une signification dans sa société. Donc il ne faut pas commencer à les jeter d'un bloc. Et nous avons une sorte de solidarité contre la culture occidentale. On est très solidaires vis-à-vis de ça. Mais les anthropologues et les sociologues et les gens de la culture vont certainement nous montrer comment est-ce qu'on peut, par l'éducation et la formation, donner les balises pour qu'une société ne dérape pas. Mais ça, ce sont des choix politiques. Ce sont les choix politiques déjà qui vont nous diriger à partir de demain, qui nous dirigent aujourd'hui. Et ces choix politiques vont intégrer la culture, tout comme ils vont intégrer l'économie, tout comme ils vont intégrer les infrastructures, tout comme ils vont intégrer toutes les composantes d'une société qui se veut demain rêver un Congo avec du numérique, avec des trains, avec des téléphones. Je vous donne deux minutes, une minute vraiment. Merci pour dire que la révolution, elle ne s'est faite pas en mettant le en avant. La preuve est que quand il y a cette liberté-là, quand il y a eu le changement en Chine avec la révolution culturelle de Mao, ce n'était pas... Jusqu'aujourd'hui, ils disent, d'accord, nous voulons faire le capitalisme, mais de notre façon. Et c'est la même chose au Japon, la même chose en Inde. Ils ont le socle qui est le leur. Et c'est justement chez nous, on veut vous dire, c'est la liberté. Et c'est là le piège. C'est là le piège. Très bien. Il y a des choses qui ne sont pas négociables. Parce que ça doit être comme ça. Si on a plus la liberté d'aller vous mettre des produits pour changer de peau et de vous dire que vous vous appelez Sarkozy, votre enfant c'est
Reagan, c'est Mitterrand, donner des enfants, et que c'est ça votre culture. Et dire non, c'est ça la liberté. C'est sur les ponts d'Avignon, on y danse. Et très bien. Les deux minutes que je vous ai données viennent... bon, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'en fait, il faut connaître le Congo pour l'aimer. C'est pas la première fois que nous le disons. Que pour évoluer, on ne va pas faire marche arrière. Mobimba a dit ce n'est pas un retour, c'est un recours. Et emprunter, je crois, partout, parce que nous avons parlé des trams, de rails modernes et tout ça, emprunter partout où il y a des valeurs positives pour peut-être les domestiquer chez nous, afin que nous puissions aussi, au rendez-vous du donner et du recevoir, apporter quelque chose qui serait d'une authenticité certaine. J'ai déformé votre pensée? C'est presque ça. C'est presque ça, mais ce n'est pas ça. J'ai déformé votre pensée? Non, le débat n'est pas encore fini. D'accord. Les choix doivent se faire et il faut peut-être continuer à parler. Pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'était un plaisir, toujours un plaisir d'être avec vous, parce que vous aimez bien nous suivre et nous aimons bien être suivis. Et si nous organisons toutes ces réunions, c'est parce que nous vous aimons de l'amour supérieur. J'allais dire divin, mais pourquoi pas. Bonsoir et à la prochaine.